Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. À l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite et serviteur des deux saintes mosquées, le président de la République Alassane Ouattara a participé hier mercredi 22 août à la cérémonie traditionnelle annuelle marquant la fin de l'édition 2018 du Hajj. Le chef de l'État a ensuite été reçu par le roi Salman au palais royal de Mina. Abiba Dambélé Saoué. Au cours de cette cérémonie, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a félicité le chef de l'État et les autres invités pour leur participation au Hajj. Il leur a également présenté ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, ou la fête du sacrifice. En marge de cette cérémonie, le président de la République a eu un entretien avec son hôte. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont félicitées de la parfaite organisation du Hajj 2018 et des excellentes facilités mises à la disposition des pèlerins. Le président Alassane Ouattara et le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud ont également évoqué la coopération bilatérale qu'ils se sont engagés à renforcer davantage. Au plan international, les deux chefs d'État ont exprimé leur détermination à collaborer dans la lutte contre le terrorisme, dans le cadre notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège comme membre non permanent depuis janvier 2018. Notons que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Affaires présidentielles, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le directeur de cabinet du président de la République et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite ont pris part à cette rencontre. Et ici, à Abidjan, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a eu une séance de travail hier mercredi. Et cette rencontre fait suite à la plainte des riverains de la Riviera Palmeraie, précisément ceux de la rue Ministre. Selon eux, l'arrêt des travaux cause beaucoup de désagréments liés à la poussière. Une des actions immédiates envisagées par le professeur Joseph Seka est l'arrosage permanent de la voie en attendant la reprise des travaux. C'était au micro de Grace Kando. Le bitume de la rue Ministre à la Riviera Palmeraie dégradé suite aux inondations des pluies diluviennes. Les jours suivants, des travaux de réhabilitation avaient été décidés par le gouvernement. Actuellement, le grand défi, c'est le problème de la rue Ministre à la Palmeraie. Et là, nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir résoudre ce problème. Mais depuis quelque temps, les travaux sont suspendus. La poussière dégagée par le ciment cause de nombreux désagréments aux riverains. Ça rend vraiment malade. Et puis les gens vont d'à côté, la poussière sur les aliments, les gens ne courent pas. Donc ça me donne une allergique. Voilà. Déjà, je suis déjà allergique à la poussière. Je teigne à tout moment. Donc quand je passe, à chaque fois, c'est ma route. Je passe là, je suis obligé de boucher les narines. On ne peut pas passer là. Aujourd'hui, on ne peut plus préparer dans les cuisines parce que complètement, les salons sont envahis par la poussière. Et ce n'est pas normal. Nous sommes dans un quartier résidentiel, un quartier des cadres. Ce n'est vraiment pas normal. Nous voulons revoir notre rue Ministre. C'est son nom, rue Ministre. Suite à ces différentes plaintes, le ministre de l'Environnement et du Développement durable propose des solutions en attendant la reprise des travaux. La solution immédiate que nous avons trouvée, c'est d'arroser en permanence ce tronçon de rue pour que ces poussières-là ne se soulèvent plus pour ennuyer, pour créer des désagréments aux populations riveraines. Donc à partir de maintenant, l'arrosage se fera en permanence et très bientôt, quand le revêtement sera fait, nous pensons que ces désagréments ne deviendront plus qu'un vieux souvenir. Les raisons de l'interruption n'ont pas été précisées, mais selon le directeur technique de la société en charge des travaux, des rencontres auront lieu dans les jours à venir en vue de leur reprise. Vacances culture aura lieu du 3 au 9 septembre prochain à Cocody, à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous culturel qui permet aux 31 régions durant 5 jours de présenter le temps de la compétition, les valeurs culturelles et les potentialités des jeunes de ces régions de la Côte d'Ivoire. 700 festivaliers sont attendus pour une quinzaine de disciplines et une innovation cette année, l'introduction de l'humour comme discipline. Ce thème
Le thème choisi, c'est le pagne tissé, ma richesse. Franck Quadio. La ville de Korogo choisie pour Vacances Culture 2018. La 24e édition de ce festival, concours artistique destiné à mettre en exergue les potentialités culturelles et artistiques des jeunes de 5 à 35 de nos différentes régions. Le ministère de la Culture a validé 15 disciplines culturelles dans lesquelles près de 150 troupes venant des 32 régions vont compétir de 8h à 22h au centre culturel de Korogo et à la place de l'Indépendance. Le thème choisi, le pagne tissé, ma richesse. Le pagne tissé ivoirien est une source de richesse pour tous les artisans et tous les jeunes qui voudraient bien s'adonner à ces métiers-là. Donc le pagne tissé, aujourd'hui, c'est aussi notre identité culturelle et le pagne tissé peut aujourd'hui traverser les frontières et être notre ambassadeur au niveau. Une soixantaine de groupes et individualités encadreurs compris le théâtre, la danse, le conte entre autres et l'innovation cette année, l'humour. Mais aujourd'hui, le métier de l'humour qui au départ consistait à raconter juste des histoires pour faire rire est devenu un véritable métier et qui fait vivre bon nombre d'Ivoiriens et bon nombre d'acteurs dans le monde entier. La capitale du Poro donc, aux couleurs de l'art et de la culture dans les habits du pagne tissé. Vacances Culture, appelons-le, a été initié en 1982 et a parcouru plusieurs régions dont Man, Abengourou et Bouaké. Je vous amène à présent au Mali par avion. Sandra Hernandez, elle est pilote d'hélicoptère. Elle est salvadorienne et l'unique femme de son pays à exercer ce métier. Elle sert dans la mission de maintien de la paix de l'ONU à Tombouctou. Sandra Hernandez fait la fierté de son escadron qui est chargé des missions de reconnaissance, d'escorte des opérations terrestres ou la protection des populations civiles. On en parle avec Alexis Ouedraogo. À Tombouctou, depuis près de 3 ans, des hélicoptères salvadoriens appuient les opérations des casques bleus déployés dans la région. Sandra Hernandez est l'unique femme pilote du contingent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'amour de l'aviation, parce que mon père est pilote d'avion aussi. Et mes 2 grands frères sont aussi pilotes, l'un d'avion, l'autre d'hélicoptère. Je me suis toujours sentie très fière d'eux. Chargée notamment d'effectuer des missions de reconnaissance ou d'escorter des opérations terrestres, l'unité aérienne salvadorienne est également destinée à la protection civile. Nous sommes préparés et avons un temps de réaction limité de 7 minutes, en l'espace duquel nous pouvons fournir la sécurité et effectuer une démonstration de force contre les groupes armés qui attaqueraient les populations civiles. Pour le colonel Léon Gomez, commandant de l'unité, la présence d'une femme au sein de l'escadron est un véritable atout humain lors des échanges avec la population locale. Je suis vraiment très fier de la compter parmi nous ici, au sein de l'équipe. Elle donne un bon état d'esprit à cette mission parmi les hommes. Et sa présence améliore aussi notre contact avec la population, qui voit une femme pilote travailler et interagir avec les gens et les femmes du Mali. Avec ses 16 ans d'expérience comme pilote de combat, Sandra fait figure de modèle pour les plus jeunes recrues du contingent. Les plus jeunes ont beaucoup à apprendre d'elle. C'est une personne très professionnelle qui accomplit son travail avec beaucoup d'application. Très fière de servir dans la première unité du Salvador à être déployée par les Nations Unies, Sandra confie que le plus difficile pour elle est de passer plusieurs mois loin de sa fille de 8 ans. Et à Madagascar, ils sont finalement 36 candidats à prendre part à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. La Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, est chargée de valider les candidatures, a rendu sa décision hier en début d'après-midi. Elle a invalidé les candidatures de 10 prétendants à la présidentielle, des dossiers de candidature incomplets, absence de casier judiciaire, de certificat de résidence, de caution, candidats non inscrits sur la liste électorale ou encore investi par un parti fictif. Ce sont quelques-unes des raisons de la disqualification de 10 prétendants à l'élection, parmi eux le fils de l'ancien président Philibert Tsiranana. Dans leur guerre commerciale, les États-Unis et la Chine se rendent coup pour coup. Ce jeudi 23 août, de nouveaux droits de douane réciproques sur des centaines de produits supplémentaires entrent en vigueur, même si le contact diplomatique n'est pas rompu, puisque des pourparlers sont en cours en ce moment même entre Pékin et Washington. L'escalade continue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.